Binge audio. Ah non, binge. Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition pluriel-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de rouler 25 km à vélo. Il fait très beau, mais il doit faire moins 7 degrés. C'est une des journées les plus froides de l'année. Je vais rejoindre Thibaut. Thibaut, c'est mon ancien colocataire. J'ai vécu avec lui pendant 2 ans, il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et puis on s'est perdu de vue. Lui vivait à Paris, il était journaliste. Moi aussi. Et un beau jour, j'ai entendu dire qu'il avait complètement changé de vie. Là, il m'a donné rendez-vous à 500 mètres de chez lui. Et il m'a dit qu'il allait faire du bois. C'est lui qu'on entend, je pense, avec sa tronçonneuse. Je le rejoins. Salut Thibaut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, Salut. ça va. Tu viens de couper tout ça? Ouais. Mais là, je suis pas rapide, tu vois, l'arbre il est tombé en travers là. Et il fait froid. Ouais, mais là, il fait bon là. À faire du bois, il fait bon. Puis il fait super beau, alors c'est cool. Ça va. Puis une tisane, j'ai de la tisane dans la voiture. Eh ben, je veux bien, chaud, c'est gentil. Hop là. C'est pour toi que tu coupes le bois? Merde, putain. Ouais, c'est pour moi, ouais. Là, à la maison, on a un système avec un poêle. On se chauffe uniquement au bois maintenant. D'accord. On a viré le gaz. Et on fait, tu vois, l'eau du chauffage, l'eau de la douche et la cuisine. Donc, du coup, faut du bois, quoi. Vas-y. Merci, Non. c'est gentil. Je vais leur dire que j'y vais, ok? Ok, ça marche. Hop. En attendant, je vais boire la petite tisane au gingembre. Il faut savoir que quand j'habitais avec lui, Thibaut se moquait pas mal de moi parce que j'essayais de cultiver des trucs sur le balcon. Je me souviens une fois, il m'a vu semer des radis, ça l'a fait bien rire. Et là, il coupe du bois pour chauffer son logement. J'ai bien envie de savoir ce qui a pu se passer dans sa vie pour qu'il change complètement comme ça. Avec Elsa, on s'est dit, enfin c'est moi qui lui ai dit que voilà, si on voulait fonder une famille, moi je voulais pas qu'on reste à Paris. Et à ce sentiment-là, c'est ajouté le fait que le journalisme, je trouvais que ça devenait de... Enfin moi ça me remplissait plus quoi. Je trouvais plus que c'était utile quoi. Toi, t'étais journaliste et t'étais souvent sur des terrains de guerre notamment, c'est ça hein? Ouais, carrément. Je sais pas ce qui s'est passé, mais un jour je me suis dit, c'est pas un déclic quoi, mais c'est plus un truc latent à force de rencontrer des gens. Quand tu fais un reportage, j'ai l'impression que ça convainc personne en fait. Il y a les gens qui sont d'accord avant le reportage avec le reportage que tu vas faire plus ou moins et l'angle que tu as choisi et qui vont dire ah c'est un super reportage. Les gens qui sont absolument pas d'accord avec toi et qui vont dire ouais soit c'est faux, soit t'es manipulé par les rouges, les verts, les jaunes, soit voilà. Et puis au milieu de ça, il y a 1% qui va dire ah ouais bah ça m'a fait changer d'avis, ça m'a fait réfléchir. J'en ai eu marre de faire des trucs pour le 1% quoi. Donc du coup j'ai dit à Elsa ouais voilà bah moi j'ai envie qu'on aille vivre à la campagne et tout parce que bon alors toi tu m'as vu urbain mais moi j'ai grandi dans un village de 900 habitants quand même donc je suis pas tu vois je suis pas parisien ni rien quoi. Enfin, j'avais jamais vécu dans la ville avant de vivre à Paris, en fait. Du coup, j'ai dit à Elsa, bah voilà, il faut qu'on parte, on va trouver un projet. Du coup, on s'est mis à se demander ce qu'on pourrait faire, quoi. Et puis, c'est passé par plein de trucs, travailler du bois, enfin, il y a eu plein d'idées comme ça, tu vois. Et puis, un jour, je sais pas, on s'est mis à parler d'agriculture, quoi. Et puis, on a commencé à réfléchir plus sérieusement à un projet via la création d'une ferme. On a été visiter des fermes, on a fait du woofing, on a fait des stages et tout ça. Puis bah voilà. Tu vois, après, moi j'ai toujours grandi à campagne, j'ai fait le potager avec mon grand-père. Il y avait toujours quelque chose qui était là, quoi. Mais qui a du mal à s'exprimer en ville, quoi. Ouais, c'était un peu entre parenthèses dans ta vie, quoi. Bah ouais, mais de fait, quoi. D'être dans la ville, d'être toujours dans un train, dans un avion pour partir en reportage, d'être speed, tu vois. Ouais. C'est quoi alors le projet? Bah le projet, là, ici, on a 5 hectares et demi. C'est de produire des fruits, des légumes. Et au maximum d'essayer de les vendre au niveau local, et nous d'en vivre correctement. Tu peux me raconter ce que vous avez fait ici depuis en gros que vous êtes arrivé? C'était il y a combien de temps déjà? Alors, on a signé en juin 2016, et on a emménagé 1 an après, pour la naissance de notre fils. Donc la première année, on était là que les week-ends. On s'est beaucoup occupé de la maison. On s'est créé un petit potager qui est juste là derrière toi. Et puis on a passé beaucoup de temps à observer le terrain, sans rien faire en fait.
pour voir comment ils réagissaient aux différentes saisons, comment ils réagissaient aux fortes pluies, comment ils réagissaient l'été. Et du coup, ça nous a permis de déterminer où on allait mettre le verger, où on allait commencer les légumes, où on allait mettre les serres. Et là, cet été, au mois d'août, on a bâché 5000 m² avec des bâches d'ensilage et on a mis des pneus pour les tenir. Là, on ira voir le résultat après, si tu veux. Il n'y a pas besoin de labourer, quoi. La prairie, elle est morte et puis la terre, elle commence à se décompacter en surface, quoi. Et un gros travail des vers de terre qui bouffent même la bâche et qu'on retrouve sur la bâche, avec il y a des petits trous, voilà. Ça, je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux, mais enfin pour dire qu'il y a la vie du sol, elle fait son travail, quoi. Tu parles notamment de bâcher pour pas travailler le sol. C'est quoi vos sources d'inspiration comment vous êtes arrivé à ces choix-là, de pas utiliser forcément trop de machines, de pas labourer le sol, etc. Alors c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de ténacité face aux gens de la chambre d'agriculture, à tous les gens plus ou moins qui font de l'agriculture et à qui tu parles de ton projet, quoi. Et nos sources d'inspiration, il y en a deux. Il y a sur l'organisation, il y a beaucoup le modèle de Jean-Martin Fortier. Sur l'uniformisation des planches, il a une vraie réflexion au niveau de la rentabilité qui est, je pense, souvent oublié par des gens qui portent des projets qui disent moi je m'en fiche, je veux juste me dégager un RSA. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, si on veut développer une autre agriculture, il faut penser à un modèle qui est rentable. Lui, c'est un Canadien qui justement insiste beaucoup sur le fait que les nouveaux modèles doivent vraiment apporter un salaire aux agriculteurs, ça ne doit pas être un hobby, etc. Ouais. Mais je pense que ça c'est fondamental, quoi. Aujourd'hui, si on veut développer un modèle, enfin je sais pas, nous pour nous c'est primordial pour deux raisons. Déjà parce qu'on a envie de vivre correctement de notre activité, et aussi parce qu'on voit qu'en ce moment il y a une bataille sur ce qu'on appelle la transition alimentaire. Tout le monde parle un peu de permaculture sans trop savoir de quoi il s'agit et tout ça, et ces nouveaux modèles peu mécanisés sur petite surface, ils sont vachement décriés, et le seul moyen de les imposer, c'est de montrer qu'ils sont rentables. Pour moi c'est vachement important de réfléchir en termes de rentabilité aussi, parce que si on laisse ça de côté, du coup déjà on galère à vivre, et puis après ça sert à rien d'essayer de batailler contre l'agriculture conventionnelle, quoi. Et notre deuxième source d'inspiration, c'est un collectif qui s'appelle MSV, Maraîchage sur sol vivant. Pour résumer la philosophie de cette façon de cultiver, c'est le sol n'est jamais travaillé et le sol est toujours couvert. Voilà. Et ça, c'est un peu notre façon d'envisager nous la mise en culture, quoi. C'est drôle ici, hein, quand tu leur expliques que t'as bâché pour pas labourer, tu peux pas juste dire ça, quoi. Faut que derrière t'expliques toute la démarche, parce que sinon ils te regardent. Ça n'a aucun sens en fait, quoi, tu vois, pour eux, quoi. Il y a qu'une seule façon d'avoir raison, c'est de produire des légumes, quoi. C'est pas, enfin tu vois, ça sert à rien d'avoir un débat au bar du coin, quoi. Soit on produit des légumes et ça marche, soit on galère, et dans ce cas-là, c'est eux qui auront raison, quoi. Tu veux qu'on aille faire le tour de la ferme? Tu veux, toi? Ouais, moi carrément, ouais. On va aller vers le terrain, on va faire le maraîchage. Voilà. Puis là, t'as une mer de plastique, c'est toutes les bâches, c'est là où on va cultiver. Donc le principe, c'est que tu prends ce qui était simplement une prairie, ouais. Tu mets des grandes bâches noires en plastique dessus, ouais. Que tu protèges du vent, et quand tu reviens quelques mois plus tard, les vers de terre ont tout mangé et t'as un sol qui est prêt à... Ouais, sauf que en fait, comme il y a plein de tempêtes l'hiver, tu reviens toutes les semaines remettre les bâches, tu reviens pas quelques mois plus tard, mais sinon c'est ça. Mais regarde, on va regarder en dessous si tu veux. Donc quand on a bâché, on a coupé les foins, on a laissé le foin en dessous. Donc là qui est pas encore complètement dégradé parce que... Là on soulève le pneu. Gros pneu de tracteur. Donc ça c'est le foin qu'on a coupé, tu vois, qui est pas encore dégradé. Bon, là c'est gelé, mais tu vois, là je peux pas trop te montrer, mais... regarde, si, regarde là-dessous, ça a été protégé un peu du gel. Regarde, mets le doigt là, tu vas voir. C'est tout grumeleux. Là y a pas de problème, hein. Les légumes, les racines elles vont s'enfoncer, hein. Voilà, nous on croit qu'il n'y aura pas de problème pour faire pousser les légumes. Mais encore une fois, il faudra revenir dans quelques mois. Moi, Et comment t'expliques que souvent les gens qui croient ça, parce que c'est le cas, tu citais Jean-Martin Fortier au Canada aussi, c'était pareil, c'est souvent des urbains qui reviennent à la campagne. Comment tu expliques ça? Peut-être faut pas être pris dans le truc aussi, quoi, pour pouvoir réfléchir autrement, quoi. Tu vois, les agriculteurs, on leur met tout le temps plein de trucs sur le dos, mais y en a beaucoup, ils récupèrent un système qu'ils héritent de leurs parents. Ça doit être déjà vachement dur d'hériter de quelque chose de ton père et tu lui dis ouais moi je vais tout changer. Et puis lui dire je vais tout changer, c'est quand même remettre en cause toute sa vie professionnelle, quoi.
Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un système se perpétue alors qu'il n'est pas forcément le mieux adapté, quoi. Du coup, nous, en tant qu'urbains, on est libre de toutes ces contraintes, quoi. Et des fois, pour le mauvais, hein, des fois, moi j'ai des idées, tu vois, il y a un gars du coin qui va me dire mais non, faut pas faire comme ça, regarde, c'est plus simple comme ça, et il a raison, quoi. Mais du coup, je suppose que d'autres fois, ça permet de se dire mais pourquoi on n'essaierait pas de faire comme ça? Et puis ça marche, quoi. Nous, on a envie de faire de la recherche, d'essayer des trucs et tout, tu vois. À terme, j'aimerais bien, hein, tu vois, essayer des trucs et dire putain mais ça cartonne et tout. Mais je pense que ça va plutôt être des conseils genre surtout ne faites jamais ça, nous on l'a fait et c'est une catastrophe, quoi. Et là tu vois t'as les serres Tu les as récupérés d'occasion? On les a achetés d'occasion, quoi. C'est pareil que des neufs, quoi. Voilà. Là on entend des oiseaux, c'est plutôt bon signe. Ouais. Bon, ça, tu vois, je sais absolument pas ce que c'est comme oiseau. Je fais plein de nichoirs, je commence à apprendre, j'ai un bouquin et des jumelles là. Mais tu vois, ça, c'est un reste d'urbain, par exemple. Parce que, genre, les oiseaux, même à la campagne chez moi, je m'y étais jamais trop intéressé. Enfin, si, tu vois, c'est cool, quoi, mais jamais à savoir quelle espèce, ce que ça mange, en quoi ça vit. Sur cette parcelle-là, c'est là qu'on va planter le verger. Mais ici, là, il fait un peu froid, là, ils sont un peu cachés, mais tu reviens au printemps, mais tu te lèves le matin, mais tu peux entendre 30-40 espèces d'oiseaux différents, quoi. Et la ferme ici, elle s'appelle la ferme des Gobettes, ça veut dire grenouille, c'est ça? Ouais, ça veut dire grenouille parce que, alors là, on va pas les voir aujourd'hui parce que c'est gelé. Ça veut dire grenouille en normand. Et nous, on voulait un nom qui s'intègre un peu, tu vois, comme on arrive quelque part en tant qu'étranger, un peu, quoi. On voulait un nom qui s'intègre au nouveau terroir dans lequel on s'installe. Tout autour de la mare, mais je sais pas, sur les 2 mares, tu dois avoir 200-300 grenouilles ici, quoi. Et donc quand elles se mettent à chanter, mais c'est impressionnant, quoi. Et au début, avec Elsa, on s'est dit putain, mais on va pas réussir à dormir, quoi, quand elles chantent. Donc en fait, t'arrives très bien à dormir, ça te berce. Et sinon, on a découvert un truc, si tu siffles un bon coup, elle s'arrête direct. Il faut aussi qu'on recreuse des mares, parce qu'il y a plein de mares qui ont été rebouchées. L'église à côté, elle s'appelait Notre-Dame-des-Mares ici. D'accord. Donc tu vois, c'est un endroit où les gens ils ont creusé plein de mares parce qu'il pleut beaucoup. Puis il y a plein de gens qui ont rebouché les mares, mais ça marche pas comme ça, quoi. L'eau, elle veut y retourner dans les mares, quoi. Donc nous, on va recreuser les mares, faire et défaire, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, donc en fait, on fait le tour de ta ferme en une demi-heure. On voit bien que c'est une micro-ferme, quoi. Et encore, hein, c'est grand. Nous, on a 5 hectares et demi en tout. Bon, il y a les mares et la maison. T'as pas encore semé de légumes pour non, là, ta première saison? On va faire oignons, échalotes. Et ouais, sans aucun travail du sol, on va débâcher, poser les bulbes sur le sol et mettre 15 cm de paille au-dessus. Et c'est tout. Et moi-même, ça me fait un peu peur. On va aller semer tes premiers légumes, alors. Si tu veux, allez. On fait ça dehors, ça te va? Ouais. C'est le coq du voisin qu'on entend? Il est en retard. Est-ce que tu peux me raconter tout ce qu'il y a sur la table et tout ce dont tu as besoin pour faire les semis? Alors, là, j'ai des graines, j'ai des petites étiquettes et un crayon, une petite terrine qui doit faire 10 cm sur 5. Une petite boîte percée en plastique, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. Et puis là, j'ai du terreau que j'ai mouillé. Alors d'habitude, je fais un grand seau, parce qu'on fait beaucoup de semis d'un coup, une grande bassine de terreau avec de l'eau. Et puis on l'humidifie, on rajoute du terreau jusqu'à temps qu'on obtienne une texture qui nous satisfait. Une texture qui nous satisfait à peu près, c'est quand on prend une motte, qu'on la serre et qu'elle est bien humide, qu'on sent qu'il y a de l'eau dedans, mais que ça coule pas des doigts. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite caissette. On a 3 sortes d'aubergines, on va faire 3 lignes d'aubergines qu'on va semer super denses. Et puis après, dès qu'elles vont être sorties, au stade avec juste les cotylédons, on va les repiquer dans des pots. On va les tirer à la pince à épiler par exemple, ou avec les doigts avec beaucoup de précaution. Et on va les repiquer dans des pots individuels. Voilà. Donc là, tu émiettes le terreau. Là, on émiette le terreau, on remplit le truc. Il faut que ça soit un peu compact quand même. Tu vois, le but, c'est de tracer 3 lignes. On va venir mettre les graines, 3 lignes, donc une pour chaque variété. On va venir mettre les graines à la queue leu, et puis après recouvrir d'un peu de terreau. Pour les semis comme ça, là, pour réhumidifier, j'utilise un petit pulvérisateur pour remettre de l'eau au-dessus, mais il faut que ça soit humide et chaud pour germer, mais après il faut faire vachement gaffe à la maîtrise de la flotte, quoi. Donc là tu traces une ligne avec un petit outil? Avec un petit manche de fourchette, ouais. C'est plus simple de tracer une ligne là, dans ces conditions-là, comme ça après, pour les retirer à la pince et épiler, ça va bien, quoi. Hop là. Une aubergine là-haut, lavender. Là j'ai versé les graines dans ma main, puis je vais les prendre, puis je vais les mettre dans la ligne, tu vois.
Là, je les espace un peu parce que j'en ai pas beaucoup, mais elles peuvent presque pousser ensemble, quoi. Je te parle, je fais n'importe quoi, il y en a une qui est partie dans la ligne d'à côté. Heureusement, on n'a pas encore plus semé la ligne d'à côté. Donc là, on a 3 lignes avec 3 fois une vingtaine de graines très serrées. Exactement. Bon, alors là, par contre, d'habitude, je fais pas ça. Je mets du terreau sec au-dessus et après, on passe un petit coup de pulvé. Là, je vais mettre du terreau un peu humide. Je vais bien le presser quand même. On va vraiment saupoudrer là. Comment tu sais combien il faut le recouvrir? C'est assez fin là, parce que là, en plus, on veut que ça germe assez rapidement pour pouvoir les replanter, pas qu'elles s'implantent vraiment fort et tout, quoi. Souvent, on dit 2 ou 3 fois sa taille, la taille de la graine, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça, mais là, oui. Enfin, tu vois, là, je sais pas combien ça mesure, mais là, tu pourrais aller jusqu'à 1,5 centimètre, 1 centimètre, ça serait un peu plus, que la graine, elle est tellement mini. Et voilà. Tant que la graine n'est pas sortie, elle n'a pas besoin de lumière, quoi. Donc là, il faut la mettre dans l'endroit le plus chaud et la garder à l'humidité. Donc nous, l'endroit le plus chaud, c'est à côté du poêle. L'aubergine, il faut faire attention à ne pas la repiquer par rapport à la tomate, à ne pas la repiquer trop en profondeur, quoi. La tomate, elle kiffe trop être repiquée à chaque fois sous les premières feuilles, quoi. Comme ça, elle refait des racines, mais l'aubergine, elle fait pas ça. Ce que tu appelles un godet, c'est un petit pot en plastique, ou autre, ouais. Mais un tout petit pot, quoi, individuel. Pot, ouais. C'est un peu plus petit qu'un pot de confiture, quoi. Et donc là, tu espères les repiquer dans combien de temps? Là, elles vont germer, ça va mettre, je sais pas, le temps qu'elles montent un peu, dans 10 jours, quoi. Je pourrais te dire que j'ai vu les premiers semis de tes premières aubergines de ta nouvelle vie, quoi. Ouais, c'est cool. Exactement, ouais, carrément. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est pas facile pour un fils d'agriculteur de dire qu'il change de modèle. Toi, tes proches et tes amis, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que tu allais changer de vie complètement pour venir t'installer dans une ferme? Les potes proches, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait des discussions sur le journalisme et tout, et sur Paris, qu'ils connaissaient un peu mon ras-le-bol. Ils ont été, je sais pas comment on pourrait dire, surpris, mais toujours encourageants, quoi. La famille, ouais, aussi. Ceux pour qui c'est le plus dur, entre guillemets, mais enfin, ils le vivent assez bien, mais ça leur fait peur, c'est mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, ils ont quitté un peu tout ce que nous, on vient retrouver, enfin, depuis leur enfance et puis après dans leur vie active, pour avoir le confort, vivre en ville. Si tu veux, du point de vue de mes grands-parents, dire ouais, on était journaliste, on vit à Paris, t'es un peu au top, quoi, de ce que tu peux attendre d'une vie professionnelle, quoi. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Elle m'a dit, nous, on veut juste voir que tout va bien et que vous arrivez à en vivre avant de partir. Comme ça, je serai soulagé, quoi. Tu vois, c'est mignon, quoi. C'est ton autre grand-père qui produit les pêchés ou c'est le même? Non, c'est lui qui produit les pêchés, ouais. Ouais. Ça, il te soutient, il t'a donné. Ouais, grave. Non, mais lui, il est trop drôle, quoi, parce que tu vois, autant des agriculteurs conventionnels, tu peux pas vraiment Enfin, c'est très difficile de leur parler de nouvelles méthodes. Mon grand-père, il a 82 ans, il était là, ah ouais, là, tu mets de la paille, mais c'est super intéressant et tout, ouais, je vais essayer et tout, quoi, tu vois. C'est que lui, il a un potager? Ouais, lui, il a un super potager et tout, et puis son père, il avait un potager aussi extraordinaire. Du côté de ma grand-mère, moi, j'ai bien connu mon arrière-grand-père qui avait un pareil, un potager génial, quoi. Et j'avais pas été depuis un bout de temps, tu vois. Et l'autre jour, j'ai été et ils construisent des maisons à la place de ce potager. Ça m'a rendu trop triste. Et du coup, j'ai été chopé de la terre et j'en ai mis un peu sur le terrain là-bas avant que ça soit fini et qu'il y ait du béton dessus, quoi. Et je l'ai mise sur le terrain. Bon, tu vois, c'est symbolique et tout, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça me faisait plaisir, quoi. Si, c'est symbolique, je vois bien. Et je te remercie Thibaut pour cette visite. J'étais content de voir ta ferme et je reviendrai en été pour voir tes récoltes. Les aubergines, quoi. Bah oui, il faudra que je goûte les aubergines. Merci Thibaut. Salut. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans 2 semaines. Binge audio.